Bien, bonsoir à toutes et à tous. On vous accueille aujourd'hui avec l'association culturelle Joseph Jacquemot pour évoquer le sommet de l'OTAN qui vient de se dérouler à Bruxelles. Et pour ce faire, nous recevons ce soir Samuel Legros, donc chargé de recherche et de plaidoyer au sein de la CNAPD. Salut Samuel. Bonjour. Peut-être avant de commencer, tu peux te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais, ce que c'est que la CNAPD. Oui, alors merci à l'association culturelle Jacques Mode pour son invitation. Alors la CNAPD, ça veut dire Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. C'est une plateforme de 40 associations. Et l'association Joseph Jacques Mode est membre de la CNAPD. Et moi, mon travail à l'intérieur de la CNAPD, je m'occupe de tout le plaidoyer politique et de la recherche sur tous les sujets qui sont traités par la coordination. Donc tout ce qui a trait à la paix, à la résolution non violente des conflits, aux conflits en eux-mêmes, aux dépenses militaires qui permettent les conflits, aux luttes d'autodétermination, aux armes légères jusqu'aux armes nucléaires, etc., etc. Donc moi, je fais de la recherche autour de tout ça et j'organise le plaidoyer de la CNAPD sur ces questions-là. Ok, et justement, hein, tu as beaucoup bossé ces derniers temps sur le sommet de l'OTAN, et notamment au sein d'un groupe de travail. Et justement, peut-être pour resituer avant de rentrer dans le vif du sujet et l'actualité du sommet, ça peut être intéressant de réexpliquer, pardon, ce qu'est l'OTAN, de quand ça date, c'est qui constitue l'OTAN et quelles sont ses missions, en tout cas les missions proclamées de cette organisation. Oui, très bien. Alors, l'OTAN, donc, ça veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire donc, qui a été créée par le traité de Washington en 1949. Une alliance militaire normalement de défense du territoire de l'Atlantique Nord, donc des États qui en sont membres. Initialement, l'OTAN a été créée en réaction, on va dire, à un sentiment de menace ressenti vis-à-vis de l'Union soviétique. Et donc, les États d'Amérique du Nord et certains États d'Europe occidentale ont décidé de créer cette alliance militaire justement en prévision ou en prémunition par rapport à une éventuelle agression de la part de l'Union soviétique. Okay. L'OTAN, donc, comme alliance militaire, est autorisée par la Charte des Nations Unies. Donc, l'article 51 de la Charte, en fait, prévoit le droit à la légitime défense individuelle et collective. Et donc, dans le traité de Washington, donc dans le traité fondateur de l'OTAN, on rappelle que c'est justement sous cet article 51 de la Charte des Nations Unies que la possibilité même de l'OTAN est rendue possible. Ok, donc à la base, il s'agit vraiment d'une alliance qui se veut, en tout cas qui se proclame défensive. Et on voit que c'est pas tellement le cas. Comment dans son histoire, il n'a pas vraiment eu à défendre les territoires des pays membres de l'OTAN contre la menace tant redoutée à l'époque. Enfin voilà, on peut peut-être. Bon, en fait, effectivement, donc la défense du territoire à l'intérieur de l'aire géographique de l'OTAN, c'est la seule base légale de l'OTAN. Donc, c'est la seule chose qu'elle pourrait faire au regard du droit international. Et bon, si on pose des questions aux défenseurs de l'OTAN, ils vous diront qu'effectivement, si l'Union soviétique n'a pas attaqué un des pays à l'intérieur de la zone de l'OTAN, c'est grâce à elle. Évidemment, comme il n'y a pas eu d'agression, on ne sait pas dans quelle mesure l'OTAN a joué un rôle ou pas. Effectivement, depuis la chute du mur de Berlin, en fait, la question de l'identité de l'OTAN s'est posée, vraiment en termes identitaires. Est-ce que l'OTAN a encore une raison d'être, vu que la menace qui a participé à sa création a disparu? Et il se fait que c'est à partir de ce moment-là, essentiellement, que l'OTAN a commencé à développer une stratégie militaire qui est beaucoup plus portée vers l'extérieur et beaucoup moins sur la seule chose qu'elle peut faire légalement, c'est-à-dire défendre le territoire des États membres. Ok, et comment justement maintenant, enfin depuis dans les années 90 et ultérieurement, pardon, l'OTAN est intervenu. Et donc ce que tu nous dis, c'est que cette organisation est sortie du cadre légal qui l'autorisait à exister. Et donc, c'est quelque chose qui est assez peu mis en avant
dans le traitement médiatique de l'organisation. C'est assez... En fait, je pense que ce qui est mis en avant, c'est, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a une retenue par rapport aux interventions extérieures de l'OTAN qui sont illégales, mais surtout qui sont de toute façon illégitimes dans l'idée, parce qu'après sur la légalité, c'est au cas par cas et ça se discute, mais c'est plus en termes de politique, à mon avis, qu'on doit réfléchir plus qu'en termes de légalité. C'est juste que voilà, il y a une propension à légitimer le fait qu'effectivement l'OTAN, comme club des démocraties, a le droit finalement de remplacer les Nations Unies comme agence de stabilisation et comme agence qui recherche en théorie en tout cas la paix et la sécurité. En fait, donc l'OTAN donc il y a un article du traité de Washington qui est fondateur de l'OTAN, qui est l'article 5, qui explique en fait la raison d'être de l'OTAN. L'article 5, qu'est-ce qu'il dit? Grossièrement, il dit si l'un des membres est attaqué de l'extérieur du territoire, tous les autres membres sont là pour lui venir en aide. En gros, c'est ça, en tout cas, la philosophie de l'article 5. Et donc, c'est bien ça qui explique l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN est une alliance qui est censée être purement défensive. Après, bon, ça, on peut en parler par la suite, mais le fait d'être défensif n'empêche pas une course aux armements, puisqu'on va toujours augmenter son arsenal conventionnel et nucléaire, justement pour dissuader l'adversaire de nous attaquer. Donc ça, c'est un autre sujet, mais bon, on reste théoriquement dans le domaine du défensif. Et en fait, c'est à partir de 1991, donc à la dissolution du pacte de Varsovie et chute de l'Union soviétique, que l'OTAN va revoir un certain nombre de fois son concept stratégique jusqu'en 1999. Après, s'il faut que j'explique ce que c'est un concept stratégique, tu peux me le rappeler. Ça peut être intéressant pour les gens qui ne sont pas familiers avec la terminologie de l'OTAN. Je pense que ça peut être utile. Ok, donc un concept stratégique, en fait, c'est un document qui liste les menaces qui sont perçues par l'institution qui perçoit. Donc là, en l'occurrence, l'OTAN. Son concept stratégique, c'est la liste des menaces que l'OTAN perçoit, elle, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du reste du monde. Dans le concept stratégique également, on retrouve les manières dont l'institution en question va répondre à ces menaces. L'OTAN essentiellement par des moyens militaires, même si elle déploie aussi des moyens politiques maintenant. Ça, c'est un concept stratégique. Et dans tous les concepts stratégiques, depuis la naissance de l'OTAN jusqu'à la dissolution du pacte de Varsovie, donc jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, pour être plus simple, l'OTAN, dans tous les concepts stratégiques, l'OTAN rappelait qu'elle était une alliance purement défensive. C'était comme ça dans les textes, et qu'elle n'utiliserait pas d'armes, sauf en cas de légitime défense. Ça se retrouvait dans tous ces concepts stratégiques jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et ces deux passages-là, elle les a supprimés en 1999. Donc, elle a supprimé le fait pour l'Alliance d'être uniquement défensive et qu'elle n'utiliserait pas d'armes, sauf en cas de légitime défense. Et en 1999, bon, avant ça, l'OTAN est intervenue notamment en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, pour être tout à fait exact. Et donc, voilà, elle a un peu pratiqué, parce que là, on était en dehors de son territoire. Maintenant, la Bosnie-Herzégovine n'est pas en commande de l'Alliance, mais elle va bientôt le devenir. À ce moment-là, c'était l'extérieur du territoire. Donc, c'est la première intervention vraiment de l'OTAN à l'extérieur. Et elle a pratiqué ce qu'on appelle la gestion de crise, ce que l'OTAN appelle la gestion de crise. Donc, à partir de 1999, l'OTAN se donne le droit, puisque a priori, elle ne l'a pas, et en fait, elle ne l'a pas du tout, même a posteriori. Elle s'autorise d'être une organisation qu'elle appelle de gestion de crise. Donc, au cas par cas, elle s'autorise à intervenir dans un conflit pour essayer de le résoudre par des moyens militaires, parce que l'OTAN est une alliance militaire. Et donc, c'est en 1999 que l'OTAN supprime le fait qu'elle est une alliance purement défensive et qu'elle ajoute qu'elle s'octroie la possibilité d'organiser des missions de gestion de crise qui ne relèvent pas de l'article 5, donc qui ne relève pas de l'alliance défensive qui est censée être l'OTAN. À ce moment-là, l'OTAN dit qu'elle doit, et je cite encore, pouvoir réaliser la gamme complète de ses missions. Et donc voilà, là, ça va s'organiser un espèce d'habitus pour l'OTAN de se projeter toujours plus loin qu'aux frontières de son territoire. Et d'ailleurs, c'est après le concept stratégique de 1999 que l'OTAN bombarde la Serbie,
qui est en conflit avec le Kosovo, et là, totalement en dehors du droit international, puisque l'OTAN n'a pas de résolution du Conseil de sécurité pour pouvoir le faire. Ok, ça me permet juste un instant de rappeler aux gens qui nous regardent qu'ils peuvent poser des questions dans le chat et qu'au moment de la partie débat, échange avec la salle, j'ai envie de dire, on fera remonter les questions vers toi, Samuel. Ben voilà, donc ça nous amène à l'histoire un peu plus récente de l'OTAN et peut-être aussi un peu à la période où il a commencé où l'organisation s'est élargie et a intégré notamment des anciens membres du pacte de Varsovie, aux alentours de 99, je pense d'ailleurs, des pays qui avaient déjà des partenariats avec l'OTAN au sortir de la guerre froide. Ouais. Donc la plupart des pays d'Europe de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne étaient préalablement membres de l'OTAN. Donc ils ont, pour la plupart, tous été membres de l'OTAN avant de devenir membres de l'Union européenne. Effectivement, et bon, comme je vous l'ai dit, la raison d'être politique de l'OTAN, c'était la menace ressentie vis-à-vis de l'Union soviétique. A priori, à la chute de l'Union soviétique, cette menace disparaît avec elle, forcément. Mais on a continué à voir dans tous les concepts stratégiques des allusions insistantes sur la menace que pouvait représenter la Russie. Et de plus en plus depuis 2010, parce que bon, à la chute de l'Union soviétique, elle pouvait plus grand-chose, la Russie, justement, donc elle a mis quand même plusieurs années avant de se relever. Mais la Russie est toujours une obsession de l'OTAN, et peut-être une obsession aussi en termes d'autolégitimation, puisque c'est ça qui a vraiment été à la base de la création de l'OTAN, à la base politique. Donc, continuer à parler de ça, ça fait vivre aussi la base légale qui a rendu possible l'OTAN, en fait. Mais il se fait qu'effectivement, l'OTAN s'est élargi à l'Est et maintenant, les frontières de l'OTAN, pour certaines, touchent les frontières de la Russie. Et il y a plusieurs candidats membres candidats à l'adhésion de l'OTAN, qui sont la Géorgie, l'Ukraine et la République de Moldova, et la Bosnie-Herzégovine, qui sont toutes des anciens territoires de l'Union soviétique ou qui ont des frontières avec la Russie. Donc forcément, la Russie se sent un petit peu menacée en retour, comme elle pouvait se sentir menacée vis-à-vis de l'existence de l'OTAN. Mais évidemment, plus l'OTAN, qui dit que la Russie est une menace, se rapproche de ses frontières, plus la Russie, forcément, peut légitimement se sentir menacée par rapport à ces adhésions progressives vers l'Est. Et justement, ça nous amène à la situation actuelle et au sommet qui vient de se tenir. C'était quoi le but justement de ce sommet qui se tenait à Bruxelles et c'était quoi on suppose qu'on y a discuté, je ne suppose pas, des nouveaux concepts stratégiques, des nouvelles menaces. Il y a eu des déclarations assez claires du secrétaire général à ce sujet-là sur est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qui s'est dit? Oui, alors je sais pas, soit je reviens vraiment à ce qui a poussé à la tenue de ce sommet, mais là ça me renvoie à 2 ans en arrière, soit je parle uniquement des résultats du sommet. Non, tu peux, on a le temps, tu peux développer sur. D'accord. Donc si je vais trop loin, il faut pas hésiter à me recadrer. J'essaie de rester cadré depuis le début parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Donc en fait, il faut revenir. C'est une histoire qui commence en Syrie. Puisque donc vous le savez ou vous le savez pas, en Syrie il y a ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont on va dire une alliance de plusieurs forces militaires rebelles, qui est coordonnée et qui est dominée, on va dire, par les forces kurdes qui habitent au nord du territoire syrien. Et ces forces démocratiques syriennes ont été les alliés de plusieurs membres des pays de l'OTAN en Syrie. Vous savez qu'il y a plusieurs pays membres de l'OTAN qui ont bombardé la Syrie illégalement. Ils étaient aussi présents en Irak au même moment. Et donc voilà, c'était ces forces démocratiques syriennes, par exemple, étaient ce qu'on appelle les proxys, donc les alliés des États-Unis notamment en Syrie, donc dans la guerre civile qui déchire ce pays depuis plusieurs années maintenant. Il se fait qu'à un moment, Donald Trump se retire du nord de la Syrie et donc finalement laisse les Kurdes en proie à une avancée militaire des Turcs
qui n'attendaient en fait que ça, donc que les États-Unis s'en aillent pour pouvoir occuper le terrain et ne pas laisser les Kurdes s'organiser plus que ça. Parce que pour la Turquie, c'est une menace importante, les Kurdes. On va pas en parler maintenant. Il se fait que la Turquie est membre de l'OTAN, les États-Unis sont membres de l'OTAN, la France, la Belgique, d'autres pays qui soutenaient les forces démocratiques syriennes. Et donc, il y a un vrai problème là de cohésion entre membres de l'OTAN. Emmanuel Macron, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. C'est une phrase qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc, le fait que les États-Unis se retirent de manière quasiment unilatérale, ils étaient seuls sur le terrain, mais ils n'étaient pas les seuls à soutenir les forces démocratiques syriennes. Donc, ils sont sortis expressément, ils le savaient très bien, pour laisser le champ libre à la Turquie. Parallèlement à ça, il y a des conflits quand même c'est très tendu entre la France et la Turquie en mer Méditerranée par rapport à l'embargo sur les armes en Libye. Bon, bref, tout ce qui se passe montre que vraiment il y a un problème de cohésion interne à l'OTAN. Et donc, à ce moment-là, l'OTAN se réunit en sommet en décembre 2019 à Londres et décide d'entamer un processus de réflexion pour pouvoir parler de tout ça finalement et trouver des possibilités de surmonter cette crise qui est existentielle, puisque Macron annonçait la mort cérébrale de l'OTAN. Dans le même temps, d'ailleurs, Trump a signalé que l'OTAN était obsolète, c'est quelque chose qu'il a rappelé à plusieurs reprises. Et donc vraiment, cette réflexion autour d'OTAN 2030, c'est vraiment une réflexion sur l'interne de l'OTAN, sur la prise de décision, sur qu'est-ce qui unit encore les membres. Donc vraiment, c'est essayer de surmonter cette crise existentielle. Et donc, à ce moment-là, en décembre 2019 à Londres, l'OTAN prévoit de se revoir, donc hier, à Bruxelles, pour discuter des résultats de cette réflexion. Donc, cette réflexion a découlé sur un rapport qui s'appelle OTAN 2030, Unis pour une nouvelle ère. Donc, l'idée du sommet d'hier, c'était finalement d'entériner le rapport et d'établir un calendrier pour une nouvelle stratégie de l'Alliance pour les 10 prochaines années. Donc, un nouveau concept stratégique. Alors, ce qu'on a vu hier au sommet de l'OTAN, les résultats du sommet de l'OTAN, en fait, elles sont très, très loin des considérations qui sont, enfin, de mon point de vue en tout cas, elles sont assez loin des ambitions du rapport. Donc, le rapport voulait vraiment une réflexion interne. Et hier, à l'OTAN, on n'a pas du tout parlé de ça. Donc, dans les déclarations finales, il y a rien sur tout ce volet-là de OTAN 2030, après, on peut parler des recommandations d'OTAN 2030 si vous voulez, mais qui vont quand même assez loin, qui proposent des choses quand même très fortes en termes de prise de décision interne à l'OTAN. Juste pour vous donner un exemple, et c'est important à savoir aussi dans la discussion, à l'OTAN, la prise de décision se prend au consensus, sur la règle de qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord avec les décisions qui sont prises, et si un des membres n'est pas d'accord, il suffit qu'il le dise pour s'opposer à la décision. Donc, dans le rapport OTAN 2030, il y a des pistes pour dépasser cette loi du consensus. Donc, pour essayer de dégager des majorités pour qu'effectivement l'OTAN fasse des choses, même si certains membres de l'OTAN ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, mais qui ne se retrouve pas du tout dans la déclaration d'hier. En fait, quand on lit la déclaration du sommet d'hier, c'est comme une déclaration de n'importe quel sommet, finalement, où ils rappellent un petit peu les engagements précédents, ils en rajoutent quelques autres, et ils mettent des emphases sur certains paragraphes, ils en diminuent d'autres. Voilà, c'est le jeu diplomatique. Mais il y a rien dans le rapport, enfin dans la déclaration finale du sommet d'hier sur OTAN 2030, si ce n'est que il rappelle toujours que la réflexion autour de OTAN 2030 va continuer et que au sommet de Madrid en 2022, l'OTAN entérinera vraiment son nouveau concept stratégique. Voilà. Ça, c'est qu'est-ce qui devait être discuté hier et finalement qu'est-ce qui a été discuté. Après, on peut, si tu veux, François, on peut rentrer dans les détails de la déclaration, mais il y a 73 paragraphes, c'est très très long. Oui. Et tous les paragraphes ont leur importance parce qu'elles expliquent en fait ce que fait l'OTAN finalement. Parce que, finalement, moi je les ai tous lus, ces déclarations finales de sommet depuis la chute de l'Union soviétique. Donc voilà, on est dans le même logoré, les mêmes déclarations que précédemment. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben,
peut-être que comment évoquer les 73 points, ça risque d'être un peu long, mais il y a des choses qui peut-être vont attirer l'œil. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils évoquent les questions d'élargissement, la question des menaces Ouais. réelles ou supposées Ok. Écoute, ressenties. ce que je te propose, c'est de reprendre les notes que j'ai fait en diagonale, moi, dans ma tête, Ok, par rapport à la déclaration du sommet. Et oralement, j'essaie de dire celles qui me paraissent le plus pertinentes. ouais, on Ok. peut faire comme ça, super, merci. Très bien. Donc, au tout début de la déclaration finale du sommet d'hier, les alliés de l'OTAN s'engagent donc à renforcer la consultation. Ça veut dire que, voilà, là, sous l'article 5, ils s'engagent à continuer à se consulter lorsque la sécurité d'un des membres est menacée. Mais surtout, ils s'engagent à renforcer la consultation lorsque les valeurs et les principes fondamentaux de l'OTAN sont en péril. Donc ça, peut-être, contrairement à ce que je viens de dire, c'est quelque chose qu'on peut percevoir comme un message vers l'intérieur de l'OTAN, vis-à-vis de la réflexion sur les agissements de la Turquie et des États-Unis pendant un moment, etc. Il n'empêche que c'est pas dit que c'est vers l'intérieur, donc potentiellement, ce qui est dit ici, c'est que l'OTAN va continuer à consulter lorsque les valeurs et les principes fondamentaux de l'Alliance sont en péril. Donc, on peut envisager beaucoup de situations et dans beaucoup d'endroits du monde où on peut estimer que nos valeurs démocratiques et les principes fondamentaux sont en péril. Donc ça, c'est au tout début. Ensuite, la déclaration liste les menaces, comme je vous disais dans le concept stratégique, liste les menaces qui sont perçues par l'OTAN. Alors, je vais pas revenir sur ces menaces maintenant, simplement, la menace de la Russie est toujours en premier, au top des menaces, et je vous dirai après ce que l'OTAN reproche finalement à la Russie. Mais ça me permet de faire un petit rappel par rapport à ce que je n'ai pas dit sur le rapport OTAN 2030. C'est que dans le rapport OTAN 2030, il faut savoir que la Russie et la Chine sont cités autant de fois l'un que l'autre. J'ai compté, ils sont cités 79 fois. Et à presque systématiquement, la Chine est collée à la Russie quand il s'agit de parler de ces deux pays-là. C'est-à-dire que dans le rapport de réflexion OTAN 2030, il y a une volonté clairement de mettre la Chine au même titre que la Russie comme ce que l'OTAN appelle rival systémique. Et c'est très très clair dans le rapport OTAN 2030. Et donc, comme quand on lit la déclaration du sommet d'hier, en fait, ça c'est totalement passé sous les radars. Donc, il y a manifestement beaucoup de discussions entre le rapport et la déclaration d'hier sur à quel point la Chine est une menace pour l'OTAN. Et manifestement, quand on lit la déclaration ici de l'OTAN, la Chine n'est pas encore considérée comme un rival systémique comme tel, comme la Russie l'est. Donc, je le rappelle, c'est ce que l'OTAN appelle la Russie rival systémique. Mais voilà, la Chine, pardon, devient un enjeu stratégique vis-à-vis duquel il faudra continuer à être en relation, même si la déclaration rappelle que ils sont pour les opportunités de dialogue avec la Chine et qui voient les opportunités aussi économiques que la Chine peut apporter à la prospérité des États qui sont membres de l'Alliance. Alors, ensuite, la déclaration rappelle, comme d'habitude, depuis la chute du mur de Berlin, qu'elle est déterminée à maintenir une combinaison appropriée de capacités nucléaires, conventionnelles et de défense antimissile. Ça, c'est une phrase qu'elle rappelle tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'OTAN fonde sa sécurité sur les armes conventionnelles, donc les armées voilà, avec les tanks, les chars, les fusils, les bombes, ce que vous voulez, et l'armement nucléaire. L'armement nucléaire est considéré, et encore dans ces déclarations ici, comme la garantie suprême de sécurité de l'Alliance. Et alors, donc nucléaire conventionnel, j'ai dit, et défense antimissile, ça veut dire en fait l'OTAN a déployé, bon, maintenant on en a parlé un petit peu en Israël notamment, qui a ce qu'elle a appelé le dôme de fer, c'est un système de défense antimissile, donc qui a arrêté les roquettes du Hamas qui provenaient de Gaza. Probablement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça. L'OTAN fait la même chose à ses frontières pour voilà, un système de défense antimissile, donc qui envoie un missile pour arrêter un missile qui attaquerait le territoire. C'est ça l'idée de la défense antimissile. Alors, quand elle dit ça, l'OTAN réitère les engagements du sommet de 2014 de Newport au Pays de Galles. Ça, c'est important d'en parler aussi, ça nous renvoie à la politique belge.
Donc, au sommet de l'OTAN des Pays de Galles en 2014, c'est Elio Di Rupo qui était Premier ministre de la Belgique, mais il ne l'était plus puisque son gouvernement était en affaires courantes. C'était au moment de la première très longue crise politique. Donc, Elio Di Rupo se rend en affaires courantes au sommet de l'OTAN et engage la Belgique à attribuer 2% de son PIB aux dépenses de défense et dans ces 2% du PIB à allouer 20% dans les dépenses d'investissement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Elio Di Rupo prend l'engagement que la Belgique, donc ça c'est à l'horizon de 2030, donc que la Belgique, dans les 15 ans, passe plus que doubler son budget militaire et que dans ce doublement, il doit aussi s'engager à investir dans des dépenses de défense. C'est ça qui a amené l'achat des 34 avions de combat F-35, c'est ça qui a amené l'achat de véhicules blindés légers, l'achat de drones, d'avions de transport, etc., etc. Donc, le gouvernement Michel a engagé pour 9,2 milliards d'investissements dans le matériel militaire au cours de sa législature, donc en 5 ans. Et donc là, dans la déclaration, l'OTAN et les membres de l'OTAN, donc la Belgique aussi, réaffirment son engagement à respecter justement les engagements qu'il avait pris donc pour la Belgique en affaires courantes en 2014. Ensuite, l'OTAN annonce qu'elle va mettre sur pied un... Bon, ça, je ne vais pas en parler, c'est important, mais c'est moins important que d'autres choses. Mais comment tu peux, franchement, on a le temps, donc Oui. Oh, vas-y. Ok. Donc, juste après ces recommandations, ces engagements-là, l'OTAN annonce qu'elle va créer un fonds d'investissement pour l'innovation. Et ce fonds pour l'innovation concerne tout ce qui est technologie émergente et technologie de rupture. Donc là, c'est un peu technique, je vais vous dire ce que c'est exactement, mais c'est important parce que ça annonce les confrontations et les guerres du futur. Donc ces technologies émergentes et technologies de rupture sont considérées comme une menace dans le listage des menaces que l'OTAN fait juste avant. Mais comme c'est une menace, la manière dont l'OTAN y répond, c'est d'abord d'accélérer finalement cette menace en accélérant la recherche pour ce type de technologies émergentes et technologies de rupture. Donc, qu'est-ce que c'est quelles sont ces technologies émergentes et ces technologies de rupture? C'est toutes les technologies qui concernent le big data, donc l'intelligence artificielle, le traitement des données, les capacités autonomes, ce qu'on appelle les robots tueurs, c'est-à-dire des drones donc, qui volent ou bien qui sont des robots qui sont à terre et qui sont à terme capables de tuer une cible ou d'engager une cible sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun humain qui décide si oui ou non le robot peut tuer. Alors, il faut savoir que les robots tueurs, ça fait un moment que beaucoup d'États à travers la planète les utilisent, mais pas encore sans intervention humaine en termes de choix, donc le choix final de tuer. Mais la Turquie, vient de le faire en Libye. Donc, elle a utilisé pour la première fois un robot tueur qui a engagé des cibles sans aucune intervention, donc qui a décidé lui-même de tuer des cibles en Libye. Donc, ça vient d'être utilisé pour la première fois sur un théâtre d'intervention. Alors, ces technologies émergentes, technologies de rupture, ça concerne aussi tout ce qui est cloud, mais aussi les armements hypersoniques. Donc, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, on était dans le supersonique, c'est-à-dire qu'on dépasse le mur du son. Maintenant, on est dans des technologies, des recherches pour des technologies qui sont dans l'hypersonique. Les technologies quantiques, les biotechnologies, et aussi tout ce qui concerne l'augmentation et l'amélioration humaine. Ça va notamment des casques intelligents donc, que les fantassins pourront avoir avec des données qui seraient retransmises sur les caméras. Mais l'amélioration humaine aussi, ça peut être dans l'amélioration même du rendement des muscles et des choses comme ça. Donc tout ça, c'est les technologies émergentes, technologies de rupture, pour lesquelles l'OTAN annonce la création d'un fonds pour l'innovation. Avec un risque d'accentuer des courses à l'armement qui n'avaient déjà pas besoin de ça. Donc... ouais, ça c'est clair, et tu fais bien de le rappeler, parce qu'il faut vraiment se rendre compte de la logique dans laquelle l'OTAN est, et justement de la logique contre laquelle le mouvement de la paix, que je représente modestement en Belgique francophone, dans quelle logique nous, on s'inscrit. Puisque toutes ces armements, en fait, engagent un sentiment d'insécurité vis-à-vis des personnes qui sont visées par cet armement. Donc, l'OTAN voit que,
estime que la Russie est une menace, estime que la Chine est une menace, estime que tel et tel autre pays sont des menaces. Donc, elle va organiser sa défense contre ces menaces-là, en s'armant toujours de plus en plus. Et donc, tout cet armement va créer un sentiment d'insécurité dans le chef de ceux qui sont les menaces perçues. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, ces acteurs-là, ils vont mécaniquement chercher à s'armer plus pour répondre au sentiment d'insécurité perçu par l'augmentation des militaires à côté. Et donc, c'est une course sans fin. Et c'est la création maintenant, enfin l'invention maintenant de technologies émergentes, de technologies de rupture, c'est un emballement de nouveau, c'est une fuite en avant, comme l'ont été les armes nucléaires et comme continuent à l'être les armes nucléaires, parce que les recherches continuent sur les armes nucléaires. On va en accueillir des nouvelles en Belgique qui sont plus intelligentes. Il faut savoir que les armes nucléaires, au plus fort de la guerre froide, il y en avait 70 000 armes nucléaires, juste parce qu'il fallait continuer à s'équivaloir, tant en termes de conventionnel qu'en termes de nucléaire. Et maintenant, évidemment, la Russie et la Chine a déjà commencé. La Chine développe des robots tueurs, parce qu'on est dans une même logique, tout le monde participe à cette logique, et il faut toujours aller plus loin. C'est ça la sécurité. Donc, sera en sécurité du point de vue de l'OTAN et de la réponse que les autres États en font à l'extérieur. On sera en sécurité quand on aura atteint le niveau de supériorité militaire, tant en termes conventionnels qu'en termes nucléaires. Voilà, donc vraiment, c'est un cercle vicieux. C'est ça qu'on appelle un cercle vicieux. C'est une fuite en avant dans lequel on ne sait pas se départir. Donc, nous, le mouvement de la paix, ce pourquoi il milite, et finalement, c'est un projet qui est vraiment purement rationnel, c'est cette course aux armements qui est irrationnelle. La rationalité, c'est de maintenir le niveau d'armement le plus bas possible pour que chacun puisse se sentir en sécurité dans l'état d'armement dans lequel se trouve le monde. Voilà. Donc, je continue, sauf si tu as d'autres questions, François. Ok, je continue avec la déclaration du sommet d'hier. Donc, après avoir parlé des engagements du rapport du sommet des Pays de Galles, donc de l'engagement des 2% du PIB, l'OTAN, juste après, avoir parlé de ce fonds d'innovation, l'OTAN signale que toutes les réflexions sur OTAN 2030, plus le nouveau concept stratégique qui est en préparation pour dans 2 ans, plus les tâches habituelles de l'OTAN, ça va engager des nouvelles dépenses. Donc, ici, dans ce paragraphe-là, les membres de l'OTAN signalent que tout ça va nécessiter l'affectation de nouvelles ressources. Donc, j'imagine, en plus des engagements qui sont pris des 2% du PIB, puisque c'est dans un paragraphe différent. Alors après ça, donc ça vient très très vite. L'OTAN liste tous les griefs qu'elle a vis-à-vis de la Russie. Ici, ça prend 6 paragraphes, ce qui est beaucoup dans une déclaration finale. Et donc, c'est les griefs, donc ce que l'OTAN reproche à la Russie, ça part un peu dans tous les sens. Je peux vous le dire si vous voulez, mais c'est très très long. C'est en termes de c'est tant sur le dispositif nucléaire, donc le fait que la Russie continue à diversifier son arsenal nucléaire, finalement, comme elle l'a toujours fait. Je ne minimise pas ici, hein, c'est juste ça, je le mets au début parce que voilà, l'OTAN continue à diversifier son arsenal nucléaire et la Russie le fait, la Chine le fait, toutes les puissances nucléaires diversifient leur arsenal nucléaire. L'OTAN reproche à la Russie sa posture plus affirmée et assertive. Les activités provocatrices aux frontières de l'OTAN. Bon, alors ici, vous entendrez souvent dire que voilà, l'OTAN déploie des militaires aux frontières de l'OTAN, que la Russie fait des exercices militaires aussi aux frontières de l'OTAN, ce qui est vrai. Mais voilà, les frontières de l'OTAN, c'est la Russie, en fait. Donc, la Russie le fait à l'intérieur de son territoire. Donc, ça reste une agressivité vis-à-vis de l'OTAN. Ça reste pour bander les muscles, on va dire. Mais quand l'OTAN fait des exercices à la frontière de la Russie, c'est pas toujours sur le territoire de l'OTAN. Okay, donc ça, c'est notamment en Ukraine, par exemple. Voilà, alors il y a l'élection de la Crimée, le fait que la Russie dispose d'armes nucléaires et conventionnelles à Kaliningrad, qui est un territoire russe, mais enclavé à côté des pays baltes, vers l'Europe occidentale. Et
Et puis après, il y a aussi, ça va jusqu'aux menaces hybrides et aux tentatives de déstabilisation des processus électoraux. Et ça, c'est pour renvoyer à ce qui s'est passé avec l'élection enfin, la campagne électorale de Trump et de Clinton. Donc voilà, tout ça, c'est ce que l'OTAN très, très grossièrement reproche à la Russie. Comment, en tout cas, pour une partie, bon, l'annexion de la Crimée, c'est établi, mais avec quand même des choses qui sont reprochées, qui sont loin d'être prouvées, et des reproches qui sont faits, alors qu'au niveau de la Russie, il y avait des engagements, au moins oraux, qui avaient été pris à la fin des années 80, début des années 90, au moment de la réunification allemande, où Gorbatchev avait un peu comment cru les promesses des États-Unis et des alliés occidentaux de ne pas élargir au-delà de l'Allemagne réunifiée Ouais, tout à l'OTAN. fait. Donc ça, c'est documenté historiquement, mais il n'y a pas de preuve effectivement écrite de l'engagement de Reagan, effectivement, de ne pas aller plus à la Russie. Et enfin, Gorbatchev a signalé vraiment que c'était ça l'essence même du sentiment de sécurité qui pourrait peut-être subsister en Russie. Donc effectivement, l'OTAN a menti ou n'a pas respecté ses engagements, mais de nouveau, c'était des engagements tacites. Mais ce qu'on peut constater, effectivement, c'est que l'OTAN se rapproche toujours plus de la frontière russe. L'OTAN est déjà à plusieurs frontières maintenant avec la Russie, et la Russie se sent menacée vis-à-vis de ça. Ça, c'est un fait, on va dire. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil de mes idées. Je suis désolé, c'est de ma faute, je t'ai interrompu. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Bon. Ah oui, dans un des griefs que l'OTAN a vis-à-vis de la Turquie, c'est les activités déstabilisatrices que la Russie, comment dire, coordonne, cautionne ou fait en Ukraine. Donc là, vous savez, avec la guerre dans le Donbass, donc à l'est de l'Ukraine, en Géorgie et en République de Moldova, donc en Moldavie. Il faut savoir que ces trois, donc effectivement, là, on peut dire que la Russie organise des activités déstabilisatrices, ou en tout cas que la Russie soutient militairement les rebelles dans l'est de l'Ukraine, que la Russie soutient les provinces séparatistes en Géorgie. Donc effectivement, il y a une activité déstabilisatrice de la Russie, mais de nouveau, il faut placer ça dans son contexte de menace ou de positionnement géostratégique vis-à-vis de l'OTAN, puisque l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, qui ont des frontières avec la Russie, sont toutes candidates à l'adhésion à l'OTAN. Donc voilà, de nouveau, c'est dans ce jeu. Donc de l'œuf ou de la poule, ça, on peut faire le débat. Moi, je pense qu'il y a effectivement, il y a d'abord une activité agressive de l'OTAN et une réaction de la Russie. Moi, c'est comme ça que je situerais le débat de l'œuf et de la poule. Mais il n'empêche que si l'OTAN veut effectivement que la Russie arrête ses activités de déstabilisation, il faut que l'OTAN arrête effectivement aussi ses activités de déstabilisation et reste sur ses positions en disant non, ces pays-là ne peuvent pas être membres de l'Alliance puisque on a bien compris que c'était pas que ça mettait très très mal à l'aise, ça indisposait très fortement la Russie. Et donc dans une perspective plus de discussion, de diplomatie et de collaboration que effectivement de confrontation. Et donc, ce qui est une évidence, c'est que l'OTAN, effectivement, organise les tensions, les confrontations et la militarisation vis-à-vis de la Russie et finalement dans le reste du monde aussi. Alors, si je continue toujours avec la déclaration du sommet de l'OTAN, ensuite, il y a un paragraphe sur l'Afghanistan. Vous savez que l'Afghanistan, c'est l'intervention la plus longue de l'OTAN à l'extérieur de ses frontières. Alors, vous pouvez me demander quel est le lien entre la défense territoriale des membres de l'OTAN et l'intervention militaire en Afghanistan. Elle est très, 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 très ténue. Le lien qui a été épinglé, c'est les attaques du 11 septembre et l'intervention militaire des États-Unis, mais la mission de l'OTAN n'a rien à voir. La mission de l'OTAN succède à ça. Donc, ça fait depuis 2003 que l'OTAN a pris la mission des Nations Unies à sa charge. Donc, ça fait 18 ans que l'OTAN occupe militairement l'Afghanistan. Ça fait 20 ans que les États-Unis et d'autres pays avec eux interviennent militairement sur l'ensemble du territoire.
Et donc, l'OTAN a terminé sa mission là tout récemment, au début du mois de mai. Et donc ici, l'OTAN signale que elle va continuer son soutien financier et ses formations des forces de sécurité afghanes et qu'elle va conserver un bureau à Kaboul. Et qu'elle va aussi jouer un rôle dans la sécurisation, mais pas en termes militaires, je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par là, on verra par la suite, de l'aéroport de Kaboul. L'OTAN signale aussi, parce que l'OTAN a toujours une mission en Irak, officiellement de formation des forces de sécurité là-bas. Donc là, ils annoncent qu'ils vont continuer à rester pour quelques années encore. Ouais, ensuite, bon, ça c'est. Non, mais je vais pas parler de ça. C'est juste un concept que je voulais intégrer en plus. Alors, ensuite, il y a une des nouvelles menaces qui est manifestement une menace sur laquelle veut se concentrer l'OTAN dans les années qui viennent. C'est la question, il y en a deux en fait. Il y a la question des cybermenaces et la question des menaces hybrides, en plus des technologies émergentes et de rupture dont je parlais juste avant. Alors, la guerre hybride, en fait, ça veut rien dire. C'est toute guerre qui n'est pas menée avec des moyens militaires. Par exemple, les campagnes de désinformation ou tout le débat qu'il y a eu autour de l'ingérence russe dans les débats sur la campagne présidentielle aux États-Unis, ça c'est considéré comme de la guerre hybride. Mais il y a d'autres modalités de guerre hybride. Donc ça, c'est une menace sur laquelle l'OTAN va se concentrer dans les années qui viennent. Mais une menace encore plus importante à ses yeux, c'est la cybermenace, donc sécuriser le cyberespace. Et c'est tellement important pour l'Alliance que là, plus ou moins au milieu de la déclaration, donc au paragraphe 31, non, pardon, c'est tant pour les guerres hybrides que pour les guerres, donc les guerres hybrides que pour les guerres, les cyberguerres. Donc vous avez compris que la guerre hybride, je le répète encore une fois, c'est en fait tout et n'importe quoi. C'est vraiment difficile à définir. Je veux dire, c'est une guerre, donc c'est une agression, mais qui est faite sans moyens militaires. Et donc, dans la déclaration du sommet de l'OTAN, tant pour la guerre hybride que pour la cyberguerre, l'OTAN signale qu'elle pourrait décider d'invoquer l'article 5, donc celui dont je vous parlais au tout début, qui engage la défense collective, donc au même titre que pour une attaque armée. Donc, l'OTAN se donne la possibilité d'intervenir militairement et collectivement militairement contre une guerre hybride ou une cyberguerre. Et sans préciser les moyens de réagir, est-ce qu'il est question de proportionnalité, d'équivalence dans les moyens utilisés, ou ça peut, on reste dans le flou de ce côté-là Oui, bon, les questions de proportionnalité, a priori, c'est des questions qui relèvent du droit de la guerre, donc l'OTAN est supposé s'y conformer, même si on ne sait pas vraiment engager sa responsabilité juridique. Mais non, il n'y a rien qui est dit dans la déclaration sur ces questions-là. Donc ça voudrait dire que s'il suspecte un État d'alimenter, je sais pas, des cyberattaques, on pourrait décider d'aller bombarder en représailles un pays. Ça ouvre cette possibilité-là. Bon, on n'est pas dans la suspicion ici, pour être tout à fait honnête. Okay. Mais ceci dit, on peut parler de la suspicion par rapport au concept de légitime défense préventive qui a été engagé par Bush et puis par François Hollande, je pense, après, pour tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, qui est une des tâches fondamentales que l'OTAN s'octroie ou s'arroge. Mais ici, dans les cas de ce qu'annonce ici la déclaration de l'OTAN pour les guerres hybrides et pour les cyberguerres, c'est en cas d'attaque. Et donc, il signale que si les incidences de cette attaque sont grandes, l'OTAN se réserve la possibilité d'invoquer l'article 5 pour répondre à cette guerre-là. Alors, je ne sais pas si c'est une guerre hybride, si elle va répondre avec des moyens hybrides, ou si c'est avec une guerre hybride et qu'elle va répondre avec des moyens conventionnels. Ça, c'est pas dit. Mais potentiellement, en tout cas, c'est le genre de déclarations qui sont quand même questionnables. Alors ça, j'ai noté ici parce que je sais que c'est un peu tendu comme sujet, hein, ce genre de choses. Donc ici, en fait, ce que dit la déclaration, c'est les Alliés sont conscients que dans certaines circonstances, les incidences d'actes de cybermalveillance majeurs peuvent être considérés comme équivalents à une attaque armée.
Voilà la phrase tout à fait correcte. Donc, je ne pense pas avoir trahi la réalité, puisque c'est juste avant que l'OTAN dit qu'elle comme elle dit, il reviendra au Conseil de l'Atlantique Nord de décider au cas par cas les circonstances d'une invocation de l'article 5 à la suite d'une cyberattaque. Et elle dit la même chose aussi pour les menaces hybrides. Oui, donc c'est quand même assez. Enfin, ça devient assez extensif comme interprétation de Ouais. l'article Donc, 5. on est effectivement très très loin de l'alliance défensive qui doit son existence légale à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui est l'article qui donne le droit à la légitime défense. Bon, là ici, en tout cas, ils disent que c'est de la légitime défense, que c'est l'article 5. C'est le concept de guerre qui devient extensif là. Donc c'est en fait toutes les menaces qui sont sur le côté, puisque comme je vous l'ai dit, une campagne de désinformation est considérée par l'OTAN comme une menace hybride, ou comme un moyen de faire de la guerre hybride. Donc on va très très loin effectivement dans ce qu'on envisage comme pouvant être une guerre d'agression d'un territoire. Et aussi maintenant tout le cyberespace, puisque voilà, tout ce qui concerne voilà, Internet, l'échange de données, la défense des données, etc., etc. Alors Comment? ensuite, Mais oui, excuse-moi, non, je continue. ok, mais c'est parce que je vais changer de sujet. Hein, donc, ici, en fait, la déclaration continue sur la question des armes nucléaires, qui nous concerne au premier chef aussi. Donc, ce que dit l'Alliance ici, c'est que les forces stratégiques, c'est quoi? C'est les bombes nucléaires qu'on peut envoyer de très loin, ou c'est celles qui sont sur des sous-marins ou dans des avions. Enfin, non, non, non. Les forces stratégiques, bref, oubliez ce que je viens de dire. Je vais vous envoyer. Donc, les forces stratégiques, rappelez-vous que c'est les forces, et quand on dit forces stratégiques, c'est les forces nucléaires, donc les bombes nucléaires. Donc, les forces stratégiques de l'Alliance, et en particulier celles des États-Unis, sont la garantie suprême de la sécurité des alliés. Donc, ça, je vous l'ai dit au début, l'OTAN le rappelle à chaque fois, les armes nucléaires, c'est la garantie suprême de sa sécurité. C'est vous dire à quel point elle tient au concept de dissuasion nucléaire. Après, l'OTAN va dire que elle continuera à être une alliance nucléaire tant qu'il subsistera des armes nucléaires dans le monde. Là aussi, on peut faire le lien avec la Russie et le fameux débat sur l'œuf et la poule. Mais envoyer le message selon lequel on gardera les armes nucléaires tant que les autres en auront, ça veut dire que si les autres ne les abandonnent pas, nous, on fera rien. Et ça pousse pas les autres forcément à les leur arsenal abandonner, oui. nucléaire. Donc, c'est de nouveau une logique qui est alimentée par l'OTAN pour auto-justifier en fait les agissements qu'elle concrétise depuis sa création. Et donc, directement en ayant dit ça, donc le fait que les armes nucléaires états-uniennes sont la garantie suprême de la sécurité des alliés, elle rappelle que les armes nucléaires de la France et des États-Unis, de la Grande-Bretagne, qui ne sont pas intégrées dans les politiques de l'OTAN, sont aussi importantes. Et juste après, la déclaration dit que cette dissuasion nucléaire repose également sur les armes nucléaires des États-Unis déployées à l'avant de l'Europe. Donc, vous savez ou vous ne savez pas les États-Unis ont déployé des armes nucléaires dans 5 pays européens depuis le début des années 60. Ces pays européens, ce sont la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Donc la Belgique, depuis 1963, héberge une vingtaine de têtes nucléaires sur son territoire, déployées par l'OTAN, déployées par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Dans ce cadre-là, la Belgique, comme dit l'OTAN, partage le fardeau nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle accueille des bombes nucléaires sur son territoire et surtout entraîne et forme les aviateurs belges à transporter ces bombes nucléaires et à les larguer si jamais l'OTAN décide de le faire. Alors, je vous signale aussi, j'en profite, même si on n'est pas directement dans la déclaration de l'OTAN, que les armes nucléaires qui sont en Belgique depuis 1963 vont bientôt être remplacées par des nouvelles bombes nucléaires entre 2022 et 2024, qui sont dites plus petites et plus facilement déployables. Donc, qui font partie d'une stratégie, d'une nouvelle stratégie nucléaire des États-Unis, qui est basée sur cette bombe-là, la B6112, qui va
autour duquel un discours est organisé pour dire que en fait, ces bombes sont plus précises et donc on a diminué l'intensité de la déclaration, etc. Donc, en fait, on annonce, les États-Unis annoncent, et donc aussi la Belgique, puisque c'est ces bombes-là qui vont arriver sur notre territoire, que le seuil d'utilisation, donc le seuil à partir duquel on accepte d'utiliser une arme nucléaire, a diminué, vu que, soi-disant, cette arme nucléaire est moins finalement dévastatrice que les autres. Même si ça reste une arme nucléaire, ça reste une arme de destruction massive, et que la réponse à une attaque nucléaire de la Russie ou de tout autre État nucléaire, ce sera nécessairement une autre attaque nucléaire. Et oui, voilà, ça renvoie aux heures les plus sombres de la guerre froide, quand on parlait, enfin, de l'usage d'armes tactiques, enfin voilà, et c'est vraiment la porte ouverte comment, à toutes les utilisations abusives des armes nucléaires. Enfin, c'est vraiment inquiétant, d'autant plus que de ce côté-là, les États-Unis ne sont plus explicitement contre le premier usage, enfin, ce qu'ils appellent le first use, des armes nucléaires. Et ça, c'est inquiétant quand même, ce processus. Ouais. En fait, tout ce qui se passe autour des armes nucléaires, c'est extrêmement inquiétant. Surtout que, donc le no force use, ça, on peut aussi, si j'oublie d'en parler, tu peux me le rappeler, François. Mais je commencerai par dire que donc, pendant la guerre froide et surtout à la fin de la guerre froide, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, il y a un certain nombre de traités qui ont été passés entre les États-Unis et la Russie, donc les deux superpuissances nucléaires. Et ces traités étaient fondamentaux. Le premier, c'est le traité sur les forces nucléaires intermédiaires et il concerne directement l'Union européenne, enfin tous les pays d'Europe en fait, puisqu'il interdisait tous les missiles terrestres qui ont une portée entre 500 et 5500 km. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de par le traité, toute une partie de l'Europe, on a retiré toutes les bombes nucléaires et conventionnelles qui avaient une portée entre 500 et 5500 km. C'est-à-dire que ça garantissait la sécurité, de ce point de vue-là, des pays d'Europe. Et de nouveau, je répète encore une fois, c'est ça qui assure la sécurité. C'est la collaboration, c'est la discussion, c'est les accords internationaux qui sont passés de désarmement, de maîtrise des armements. Donc le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, c'était un traité essentiel pour la sécurité de l'Europe. Pas des États-Unis, enfin moins des États-Unis, puisque voilà, de 500 à 5500 km, c'était surtout l'Europe qui était concernée par ce traité. Il se fait que Donald Trump a dénoncé ce traité, donc les États-Unis sont sortis de ce traité sous Donald Trump, sans aucun préavis vis-à-vis des membres de l'Union européenne. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un déséquilibre dans les forces, au niveau de l'OTAN. C'est-à-dire que maintenant, la Russie, forcément, en réaction, est aussi sortie du traité. Elle ne va pas rester tout seule dans le traité, évidemment. Et donc, la Russie a déployé des armes qui avaient une portée entre 500 et 5500 km, comme les États-Unis l'ont fait. Et donc, ça insécurise les pays de l'Europe, mais ça n'insécurise pas les États-Unis. Donc, il y a en fait une espèce de distorsion dans le fait que l'OTAN est censée assurer la sécurité de tout l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord également, et qu'en fait, là, par une décision des États-Unis, eux, finalement, sont très peu impactés par la dénonciation de cet accord, mais l'Union européenne est extrêmement mise en danger par ce type d'accord. Malgré tout, l'OTAN persiste et il n'y a rien qui figure sur le traité sur les forces nucléaires intermédiaires dans la déclaration de l'OTAN. Il y a un deuxième traité que Trump a dénoncé aussi, qui est le traité ciel ouvert, qui est un traité super important où la Russie pouvait entrer dans l'espace aérien de l'OTAN qui était voisin, et les voisins pouvaient aussi rentrer dans l'espace aérien de la Russie. De nouveau, pour aller vers cette collaboration et vers cette confiance réciproque. Tous ces traités ont été abandonnés. Trump ne voulait pas renouveler un autre traité, le troisième, j'arrête avec les traités après parce que c'est le dernier, entre les États-Unis et la Russie. Donc le traité START qui limitait le nombre d'armes terrestres nucléaires qui pouvaient être détenues par les États-Unis et par la Russie. Donc c'est ça qui a diminué très fortement le nombre d'armes nucléaires par rapport à la guerre froide. Et Trump ne voulait pas renouveler cet accord-là. Donc, heureusement, Biden a renouvelé le traité New START. Donc là, il est reparti pour 5 ans. Et donc, heureusement, les États-Unis et la Russie vont continuer à parler à l'intérieur de ce traité-là. Mais tous les autres ont été abandonnés.
Et donc, si le traité START n'avait pas repris, ça aurait été la course aux armements enfin, direct, quoi, parce qu'il y a plus rien qui, qui contraint ni l'un ni l'autre de s'engager dans plus d'armements nucléaires ou bien dans d'autres types de missiles. Comment, Samuel, Ouais. c'est parce que enfin, le sujet est tellement dense et que je vois qu'on le retourne. Et ça mériterait certainement de faire une autre activité consacrée au sujet, espérons-le en présentiel cette fois. Mais est-ce que, avant de laisser un peu un espace au public pour poser des questions, parce que je vois déjà qu'il y en a qui arrivent sur le chat, euh, le mouvement de la paix ici s'est réuni ce week-end à Bruxelles pour protester. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer un peu les revendications qui sont défendues par les mouvements de la paix en Belgique, mais ailleurs en Europe, et voir quels sont un peu les angles d'attaque pour relancer de grandes campagnes pour la sécurité collective, le désarmement et la coopération. Oui. Bon, le Je mouvement suis de la paix. désolé de t'interrompre alors qu'on Non, est vraiment non, il dans... n'y a pas de problème, c'était le deal. Alors, il y a le mouvement de la. Donc, il y a les revendications que nous, on a portées avec la CJJ aussi dimanche, et il y a les revendications du mouvement de la paix international euh, qui diffèrent, surtout dans le sens où nous, on en a profité pour porter des revendications vraiment belgo-belges, mais qui sont toujours liées à l'OTAN, forcément. Donc, la revendication principale, tant du mouvement international que du mouvement belge, c'est la dissolution de l'OTAN, ou en tout cas, pour ce qui concerne la Belgique, un retrait. Donc, la fameuse phrase, la Belgique hors de l'OTAN et l'OTAN hors de Belgique, puisque le siège de l'OTAN est en Belgique. Le siège militaire et politique de l'OTAN sont tous les deux en Belgique. Voilà, ça, a priori, si cette revendication-là est obtenue, toutes les autres tombent d'elles-mêmes. Donc ça, on va dire que c'est plutôt le projet politique, c'est l'horizon. Après, ce sont des revendications d'abord qui sont plus pratico-pratiques. Donc, en ce qui concerne la Belgique plus directement, c'est le retrait des bombes nucléaires de Kleine Brogel et évidemment le refus du déploiement des nouvelles bombes nucléaires. Donc, une Belgique débarrassée des armes nucléaires. La dénonciation du contrat d'achat des avions de combat F-35. Ça, c'est aussi on va dire, pour le contexte belgo-belge. Et puis plus largement, même si c'est pas dit de cette manière-là par le mouvement de la paix international, mais en ce qui concerne, mais voilà, je pense qu'on partage le même type de projet. L'idée, c'est, comme je vous l'ai dit pendant ma présentation, de revendiquer un monde dans lequel le niveau d'armement est maintenu au plus bas possible. C'est-à-dire donc de changer, totalement inverser la logique, plutôt que de courir toujours plus loin vers l'armement le plus efficace, le plus redoutable, le plus destructeur, tout ce qu'on veut, discuter, dialoguer dans les forums internationaux, au premier rang desquels les Nations Unies, pour maintenir le niveau d'armement le plus bas possible, avec le principe selon lequel si tu te sens en sécurité, je me sentirai en sécurité. Voilà. Après, il y a aussi une revendication de. En fait, l'OTAN, et ça, on n'en a pas parlé, mais dans toutes ces missions dont elle s'arroge le droit de gestion de crise, de ce qu'elle appelle de projection de la stabilité, donc le fait qu'elle intervienne un peu partout, elle a évidemment aucun droit à faire ça, si ce n'est que de temps en temps, voilà, elle prend à son compte des résolutions des Nations Unies, mais même politiquement, l'OTAN ne devrait pas faire ça. Tous les moyens qui ont été alloués pour faire ça devraient être mis dans les Nations Unies, qui est la seule institution à visée vraiment universelle et multilatérale. Et seulement les Nations Unies devraient avoir les moyens pour engager des missions de sécurisation et de pacification. Avant de laisser de donner la parole au public enfin, au travers de la lecture de leurs questions, j'ai une petite question quand même. Enfin voilà, c'est par rapport à la dynamique du mouvement de la paix. Est-ce que tu trouves que ce discours qui est porté ici par la CNAPD et ses membres, par Vrede dans la partie néerlandophone, par tout un tas d'organisations, est-ce que ça trouve un écho dans la société civile, dans la population, auprès de relais politiques? Parce qu'on a un peu l'impression parfois que, par rapport à ce que ça peut être, notamment dans les années 80, et que les grands mouvements contre
contre les missiles nucléaires en Europe, que le mouvement de la paix est un peu, on va dire, affaibli comment ces 20 dernières années pour aller largement. Ou est-ce que tu penses qu'on est à un tournant, qu'on peut avoir un peu plus d'écho dans la population et aboutir à des victoires, ou est-ce que c'est encore pas très clair? Enfin voilà, j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Ouais, donc il y a deux volets à la question. Il y a le volet, on va dire, politique et le volet plus citoyen. En ce qui concerne la politique belge, la CNAPD, je parle en ce qui me concerne, comme on est censé rassembler les associations, en tout cas en Belgique francophone, on est en dialogue constant avec tous les partis politiques démocratiques. Et bon, ils nous écoutent, ou en tout cas, ils entendent ce qu'on a à dire. Mais ça change pas grand-chose, si ce n'est que je perçois une difficulté pour eux de répondre à nos arguments, finalement. Autrement qu'on a toujours fait comme ça. J'en viens à ma réflexion principale, finalement, c'est que les questions internationales de défense, de sécurité, et tout ça, intéressent très, très, très peu de monde au niveau politique. Donc là, on peut voir peut-être un effet miroir vis-à-vis de la société, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a aucun des partis politiques qui va faire d'un changement de paradigme au niveau international un cheval de bataille. Ils ont d'autres priorités, et donc comme ils doivent négocier avec d'autres partis politiques, en Belgique c'est comme ça, il n'y en a aucun qui va prendre les arguments qu'on met en avant, même s'ils sont d'accord avec eux pour beaucoup, en tout cas à gauche, certainement pas à droite, mais à gauche, enfin, avec tous les partis démocratiques progressistes, on est en dialogue, comme je le dis, et ils sont d'accord sur les principes, mais ça va jamais, il va jamais y avoir une volonté politique de changer vraiment réellement les choses. Je peux donner beaucoup d'exemples. De ça. Donc, je pense que c'est un peu un désintérêt finalement. C'est pas donc c'est un désintérêt ou un sens des priorités qui est un peu autre. Le fait que voilà, ils vont pas prendre ces dossiers-là comme chevaux de bataille. Par contre, paradoxalement, la Belgique fait quand même beaucoup. Comme je l'ai dit, elle dépense 9,2 milliards sous la présente législature, alors qu'on est en pleine crise économique, que les soins de santé, on n'est pas encore en pandémie à ce moment-là, avec les soins de santé, on n'arrive pas à respecter la norme de croissance, que le budget de la défense est plus élevé que le budget de la justice, alors que, depuis longtemps d'ailleurs, alors qu'il y a énormément de manifestations pour allouer plus de moyens à la justice et à tous les services publics. Donc, il y a quand même un problème à accepter d'investir 9,2 milliards et à refuser d'investir dans tous les autres secteurs des services publics. Donc, il y a quand même finalement une priorité politique à dépenser d'abord dans la défense et pas dans la justice ou les soins de santé, par exemple. Mais à côté de ça, un désintérêt vis-à-vis du changement de paradigme. Donc, c'est plus, même l'achat des avions de F-35, c'est plus parce qu'on n'a pas envie de travailler là-dessus, quoi. On doit le faire. C'est ça qui va faire qu'on a rempli finalement ce qu'on nous demande de faire dans l'OTAN. Bah, alors, on va acheter ça. Comme ça, on est tranquille. Moi, c'est plus comme ça que je le vois du côté de la classe politique. Après, il y a les acteurs dans l'armée et dans les cabinets et tout ça qui sont plus intéressés par la question. Moi, je parle vraiment des décideurs politiques. Alors, le deuxième volet de ta question, c'était par rapport aux citoyens. Donc, quand je parle de sécurité collective, de dialogue et tout ça, c'est les revendications pour le sommet de l'OTAN. C'est pas là-dessus que la CNAPD fonde son travail avec les citoyens. Nous, on travaille beaucoup justement sur les dépenses militaires, sur base d'un principe qui a toujours animé le mouvement de la paix, c'est désarmer pour développer. Et là, je perçois vraiment une fenêtre d'opportunité, comme on dit, vis-à-vis des citoyens. Et donc, tu demandais est-ce qu'on est dans un changement de paradigme. Je pense que là, oui, les arguments percolent très, très fort. Et on peut lier ça aussi avec tous les dérèglements climatiques. En fait, toutes les urgences qui nous sautent à la figure, en termes de protection de l'environnement, en termes de lutte contre le dérèglement climatique, en termes sanitaires, avec tout ce qu'on vit avec la pandémie et tout ça, ça nous saute à la figure. Donc, toutes les dépenses militaires qui sont absurdement élevées, en fait, là, la contradiction, elle commence à être un peu trop évidente. Et nous, c'est là-dessus qu'on a travaillé dans la plateforme Pas d'avion de chasse. Donc, c'est un consortium de 100 associations qui se sont opposées au contrat F-35. L'essentiel des arguments, c'était là-dessus. C'était pourquoi est-ce qu'on dépense 9 milliards d'euros alors que tous les services publics qui assurent réellement la sécurité des gens sont réduits à peau de chagrin. Et donc voilà, là, je pense qu'effectivement, le mouvement de la paix a été affaibli dans tous ces discours sur l'appel à la sécurité, à la discussion, au dialogue et tout ça. Mais avec la mise en évidence de cette absurdité
de soi-disant assurer la sécurité avec des moyens faraminaux. Je vais peut-être te terminer par un chiffre, si tu permets, après, quand j'ai terminé là-dessus. On sent vraiment qu'il y a, voilà, que ces contradictions sont entendues par les citoyens. Et donc, cette plateforme Pas d'avion de chasse, par exemple, c'était sans association et on était vraiment très proche de gagner du temps, finalement, dans la passation du contrat. Donc, c'est le gouvernement Michel qui est passé en force. Il y a eu tout un scandale, on ne va pas en parler, mais politiquement, il y avait un accord pour que ça passe, que ce soit une question qui s'opposait au gouvernement d'après. Voilà. Et donc, je vais juste terminer sur ces questions-là des armées pour développer, si tu permets, François, pour signaler que les dépenses militaires dans le monde, l'année passée, c'est 1800 milliards de dollars. C'est un record absolu. Donc, en pleine année de pandémie, on n'a jamais dépensé autant au niveau international dans l'armement. Si on divise ces 1800 milliards par le nombre d'habitants de la planète, même si je sais qu'ils n'ont pas tous dépensé dans l'armement, mais si on fait cet exercice-là, ça correspond à plus ou moins 220 dollars par habitant de la planète. Ça veut dire que fictivement, chaque habitant de la planète a dépensé l'année dernière 220 dollars dans l'armement, alors qu'on vit dans un monde où plus d'un milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc nous, on fait que mettre cette logique de désarmer pour développer, donc appeler à allouer ces moyens vers des projets, des combats politiques qui vont vraiment assurer la sécurité, donc lutter contre les famines, lutter contre la précarité, lutter contre les effets du dérèglement climatique, qui a des effets énormes sur la sécurité des gens. Et voilà, et c'est ce type d'argument qu'on mobilise, ce type d'argument qu'on mobilise aussi quand on parle du terrorisme et des personnes qui sont, dont les cerveaux finalement sont perméables aux arguments terroristes et qui finalement utilisent la violence parce que voilà, il y a un terreau dans lequel ces idées peuvent s'accrocher et grandir. Voilà, bah, merci. Alors, quelques questions ici qui apparaissent de la part du public qui ont trait notamment à la hausse des dépenses militaires. Et donc la question, est-ce que c'est obligatoire, cet investissement constant de la part des pays membres de l'OTAN dans de nouveaux matériels? Est-ce qu'il y a une limite? Enfin, est-ce qu'il y a une obligation, pardon, à investir telle part de leur PIB au sein de l'OTAN? Parce que c'est une des conditions. Et la deuxième question liée, c'est par rapport aux intérêts des complexes militaro-industriels, bon, dans des pays comme la France, les États-Unis, évidemment, la Grande-Bretagne, qui sont aussi de grands producteurs, et la Belgique aussi, hein, des producteurs d'armes de différents types. Est-ce que ça ne joue pas aussi dans les choix politiques de maintenir l'OTAN à tout prix pour alimenter certains secteurs industriels? Ouais. Oui, bah merci pour ces questions. Alors, est-ce qu'il y a obligation de dépenser? En fait, on a là à l'OTAN les obligations qu'on se donne. Donc, la Belgique s'est engagée, comme je l'ai dit, à allouer 2% de son PIB dans les dépenses de défense. Ça fait une augmentation énorme. Donc, je vous ai dit, c'est plus que de doubler le budget de l'OTAN, le budget de la défense de la Belgique par rapport à maintenant. Et donc, toutes les dépenses de 9 milliards, ça, c'est vis-à-vis des engagements de l'OTAN, mais la Belgique n'est pas obligée de s'engager. Si elle voulait refuser cet engagement, elle pouvait le dire à l'OTAN, puisque, comme je vous l'ai dit, qui ne dit mot consent à l'OTAN? Donc, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, et si la Belgique n'était pas d'accord, et si elle le disait à ce moment-là, l'OTAN ne peut pas prendre cet engagement de 2% du PIB. Je rappelle en plus que Élodie Roupeau est en affaires courantes, donc le Parlement n'a absolument jamais concouru en rien dans tous les agissements de l'OTAN. La déclaration du sommet d'hier dont je vous ai parlé, il n'y a eu aucune consultation des parlements nationaux. Ça, c'est fait par des diplomates en chambre à l'intérieur de l'OTAN et qui sont entérinés par les chefs de gouvernement. Il n'y a aucun processus démocratique là-dedans. Donc, ces obligations, en fait, la Belgique n'a pas d'obligation. Elle pourrait se retirer de toutes ses obligations, en fait, si elle avait la volonté de le faire. Et c'est un point tel que quand le gouvernement Michel a justifié le contrat F-35. Donc, contrat F-35, je rappelle, c'est 4 milliards d'euros juste pour l'achat des avions, c'est 15 milliards sur 39 ans. Okay, donc, c'est le contrat du siècle. C'est un truc assez solide. Et donc, pour justifier cet achat,
et après on peut parler des désavantages si vous voulez, pour justifier cet achat, l'argument, le premier argument qui est avancé par le gouvernement, c'est pour être un allié crédible de l'OTAN et pour assurer nos responsabilités internationales. Ça veut dire, pour dire finalement la même chose, un peu une redondance. Ça veut dire, c'est pour l'OTAN, quoi. C'est pour c'est la contribution de la Belgique à l'OTAN. Donc on dépense autant d'argent pour, comme je l'ai dit, voilà, c'est finalement continuer finalement à être un membre de l'OTAN et pouvoir continuer à travailler à l'intérieur de l'OTAN comme membre à part entière qui approche. Donc, ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des obligations diplomatiques à partir du moment où la Belgique les endosse. Alors, par rapport au complexe militaire industriel, c'est clair qu'il y a des intérêts du complexe militaire industriel. Les sommes qui sont dépensées sont faramineuses. Et on peut parler des intérêts. Le complexe militaire industriel, c'est le même qui produit les armes conventionnelles, qui produit les armes nucléaires. Donc, vous imaginez, on est dans en termes de secret nucléaire, en termes de fabrication, des radars, des systèmes de reconnaissance et tout ça est aux mains du privé finalement. Toute la technologie est aux mains du privé. Et effectivement, chaque entreprise, qu'elle produise du matériel militaire ou des raquettes de tennis, voudra écouler sa marchandise et chercher des nouveaux contrats pour faire plus de richesse. Ça, c'est le principe même de la logique capitaliste, quoi. Donc, voilà, les lobbies du complexe militaire-industriel, ils ont été bien épinglés. Il y a beaucoup de documentaires qui parlent de ça. Voilà, je ne vais pas en parler plus maintenant parce que ça nous enverrait beaucoup trop loin. Et il y a un nom d'un film qui a été fait par un réalisateur belge, un documentaire qui est très intéressant, mais je ne reviens pas sur le nom, malheureusement. Mais comment ce qu'on va faire, de toute façon, c'est enregistré, donc ce sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, ce que je te propose, c'est que si tu retrouves le titre du documentaire et d'autres conseils de lecture ou de visionnage, tu me les fasses parvenir et je les ajouterai en lien pour... Oui, avec plaisir, parce que ce documentaire est vraiment bien fait. Notamment, il y a Lockheed Martin, qui est une des grosses entreprises de l'armement états-unienne, qui construit notamment les F-35 que la Belgique a acheté. Ok, en tout cas, on peut toujours se mobiliser pour dénoncer cet achat. Comment les tâches ne manquent pas, je pense, pour celles et ceux qui veulent défendre la paix. Et j'invite vraiment tout le monde à se pencher sur le gros travail que vous menez à la CNAP2 et comment toutes les coopérations que vous lancez entre différentes organisations et pour justement défendre ce projet. Je pense qu'on va clôturer ici parce que sinon on est parti pour des jours tellement le sujet est vaste. En tout cas, merci Samuel pour ton temps et pour tes explications. Avec plaisir, merci à vous. Et merci à celles et ceux qui nous ont regardés, qui nous ont posé des questions. Si vous nous avez attrapé en cours de route, comme je le disais, on va mettre la vidéo en ligne dans les prochains jours avec, j'espère, les conseils de Samuel pour approfondir le sujet. Nous, Samuel, on va rester encore 2 minutes en ligne et je vous dis bonsoir et continuez à suivre l'association Joseph Jacquemot. À bientôt. Au revoir.